dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de ces petites et moyennes capitalisations boursières européennes qui sont en plein rattrapage. Nous en parlons avec les équipes d'Amiral Gestion et le co-directeur de la gestion d'Amiral, Raphaël Moreau, qui est à mes côtés. Bonsoir Raphaël. Bonjour Grégoire. Est-ce qu'on parle d'un nouvel alignement des planètes d'ailleurs pour ces small cap européennes? Si on refait rapidement l'histoire des épisodes précédents, les planètes n'ont pas toujours été aussi bien alignées, et ça faisait déjà quelques années que ça durait. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a connu la période la plus longue en fait de sous-performance des small caps. Alors, en Europe, sur les 3 dernières années, je pense que si on prend la France, c'est même encore plus long, avec une sous-performance qui a été massive, hein, parce que si on se place en septembre 2022, depuis septembre 2022, l'indice large, il a pris 60%. Ouais. Le small, il a pris 30%, et le micro, il a perdu 3%, en s'arrêtant en mars. En s'arrêtant en mars de cette année. D'accord. Et depuis fin février, début mars, on a une inflexion, puisque cette fois, la hiérarchie est inversée, puisque les larges ont pris 5%, les small ont pris 12%, et les micros ont même pris 20%. Donc, effectivement, il y a... Alors, auparavant... on avait vraiment une dynamique qui, pour nous, était expliquée en fait par la faiblesse des PMI, hein, donc ces indicateurs d'activité. La dynamique en Europe, elle est faible depuis la guerre en Ukraine, depuis qu'on a monté les taux pour mater l'inflation. Croissance molle, croissance médiocre. Voilà, croissance médiocre, semi-récessive, voilà. Et ça, historiquement, la performance des small relativement au large cap, elle est très corrélée avec cet indicateur. D'accord. Alors depuis, on est en train de remonter d'un niveau qui a été très bas il y a 1 an et demi vers 50 aujourd'hui. Hein, donc ça veut dire stabilité. Alors, stabilité, ça veut dire fond de cuve. Hein. Oui. Ça ne veut pas dire euphorie. Mais au moins, ça ne se dégrade plus et ça commence légèrement à s'améliorer, surtout pour la France et l'Allemagne. Les autres pays vont quand même dans l'ensemble beaucoup mieux. Et ce qui est intéressant, c'est un point important que vous notez, c'est que dans ce réchauffement conjoncturel européen, quand on regarde à nouveau ces petites entreprises cotées, on s'aperçoit qu'elles sont toujours extrêmement bien gérées. Elles le sont peut-être même d'autant plus qu'elles ont traversé ces années de vaches maigres, quand je parle de l'environnement macro en l'occurrence. Oui, pour faire simple, ce qu'on constatait, c'est que les sociétés, en fait, elles avaient des dynamiques de chiffre d'affaires très faibles, voire même en légère décroissance, mais des marges qui tenaient très bien, des free cash flow qui étaient là, des bilans qui sont aujourd'hui super sains. Enfin, si on prend toutes les petites valeurs européennes, 30% sont en situation de cash net. Hein, donc on est loin de l'image de fragilité qui est vraie aux États-Unis, c'est pas des mais qui n'est pas du tout vrai en Europe. C'est donc, pas des zombies. Hein. Voilà, et effectivement, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'elle serre les boulons à fond et que les marges tiennent bien dans l'ensemble. Alors c'est sûr que si maintenant on commence à avoir un peu de vent dans les voiles, ça peut aller très vite en termes de rentabilité. La semaine dernière, il y avait une société qui est le leader français de la construction de maisons. Oui. Alors eux, ils ont Hexaome, hein, ils ont beaucoup souffert ces dernières années. Ils sont toujours en baisse de chiffre d'affaires parce qu'ils ont pris moins de commandes. Mais là, les commandes depuis plusieurs trimestres sont en très forte hausse. Hein. Là, on est sur de l'ordre de 70% de hausse. Et ils ont clairement dit, l'année prochaine, ce sera l'année de la croissance et des marges. Et je pense que le consensus sous-estime très largement le type de rentabilité qui peut y avoir. Des effets de levier là qu'on va pouvoir observer peut-être dans certains secteurs, certaines industries et certaines entreprises spécifiquement, qui pourraient être surprenants. Oui, d'autant, je pense que je pense pas que les dirigeants vont remettre des coûts fixes compte tenu de l'environnement instable, que ce soit français, géopolitique, etc. Mais en tout cas, si on a une reprise économique, sans parler d'euphorie, hein, évidemment, mais effectivement, je pense qu'il y a de très forts leviers. J'aime bien aussi les petites anecdotes. Je sais qu'il y a une semaine ou 10 jours, vous étiez en Allemagne, à Munich, se tenait une grande conférence organisée par Berenberg et Goldman Sachs. Qu'est-ce que vous avez perçu justement de l'ambiance, d'autant plus en Allemagne, un pays, ça y est, qui nous promet une relance. Alors le premier constat, c'est la différence avec l'année dernière, parce que l'année dernière, la fréquentation était en chute libre. C'était déserté. Donc c'était vraiment frappant. Et effectivement, beaucoup de management avaient un peu la gorge serrée en présentant leurs perspectives. Donc là, aujourd'hui, fréquentation de nouveau, de retour à son niveau habituel. Donc premier signal d'intérêt de la part des analystes, des investisseurs, des gérants, etc. pour ces entreprises. Voilà. Et alors après, les sociétés, elles ont toujours un discours un peu ambivalent, c'est-à-dire que
on voit bien la lumière au bout du tunnel. Ouais. On voit bien qu'il va y avoir ce plan d'infrastructure de 500 milliards, la défense, des initiatives fiscales aussi pour doper l'activité, etc. Mais toujours aujourd'hui, des chiffres qui sont très faibles en termes de croissance, etc. Même si ces carnets de commandes se stabilisent, voilà, il y a toujours des sociétés qui sont en cost-cutting, en restructuring. Ouais. Donc, on est toujours dans une situation où, voilà, on espère effectivement que ça va aller mieux, mais aujourd'hui, on gère la situation à court terme. Et donc, c'est pas forcément drôle. Et ça, boursièrement, je pense que c'est une très bonne configuration. D'accord. Parce que les sociétés le marché a commencé à prendre acte un petit peu de ce bout du tunnel, comme vous dites, mais on est encore dans un moment où les choses sont difficiles. Exactement. Et donc, ça laisse tout un tas de potentielles bonnes nouvelles, si tout se confirme, pour la suite. Et donc, boursièrement, c'est pas mal. Comment on met en place une stratégie d'investissement ? Alors, en l'occurrence, la stratégie, le fonds s'appelle Sextant PME chez vous, je crois. Alors, j'ai pas toutes les années d'historique de Sextant PME, mais comment est-ce que, voilà, cet environnement, ce nouvel environnement, comment est-ce qu'il trouve une stratégie concrète à travers ce fonds, par exemple ? Oui, alors bon, nous, notre philosophie chez Amiral Gestion dans l'ensemble, c'est une stratégie très fondamentale, de long terme. On n'hésite pas à être contrariant, c'est-à-dire aussi aller voir des choses que les autres, délaissent, et très attentif à la valorisation. Et donc ça veut dire aujourd'hui que notre premier pays dans le fonds, qui est un fonds européen, plutôt Union européenne, c'est la France, puisque la France, c'est aujourd'hui le pays le moins cher d'Europe. Ouais. En partant du bottom-up, hein. C'est pas un choix... Alors, le moins cher d'Europe en top-down, mais donc, du coup, en bottom-up, on trouve plein d'opportunités. Et il y a cela quelques mois, donc fin d'année dernière, c'était l'Allemagne le marché le moins cher d'Europe. Aujourd'hui, c'est le deuxième marché le moins cher d'Europe. La France et l'Allemagne se tirent la bourre comme étant les marchés les moins chers. C'est les deux pays qui ont eu la dynamique économique la plus faible. Et donc, évidemment, il faut faire très attention en France. Les incertitudes, on ne va pas les négliger. Il ne faut pas investir. Enfin, en tout cas, il faut être très prudent. Plus vous êtes proche du politique, moins c'est et de l'argent moins public. C'est investissable. L'argent public. Très clair. Donc, il faut faire très, très attention. Bon, aujourd'hui, nous, dans notre exposition française, qui fait environ 37% du fonds, il y a 2/3 de ces valeurs qui font la majorité de leur chiffre d'affaires en dehors de France. C'est quand même des sociétés en général très européennes. Mais effectivement, il y a vraiment des choses extrêmement peu chères en France. Et d'ailleurs, même si la situation politique française est ce qu'elle est, cette année, le CAC Small, il est à plus 53%. Oui. Alors, il y a des histoires très spécifiques là-dedans, des envolées boursières totalement dingues. Il y a quelques valeurs qui ont permis cette performance. Hein. Voilà, mais voilà, donc il y a des choses à faire, c'est ça que je veux dire. Et donc l'Allemagne se retrouve deuxième pays du fonds, c'est ça ? C'était déjà le deuxième pays l'année dernière. Alors, j'ajoute l'Autriche, parce que c'est une configuration souvent économique un peu similaire. Allemagne-Autriche, ça fait 27% du portefeuille, avec des choses dans différents... Ce qui a très bien... Alors, tous les meilleurs contributeurs cette année, c'était des sociétés allemandes, évidemment. Tout ce qui est lié à l'infrastructure. Cyclique. Alors, cyclique, mais enfin, infrastructure, c'est vraiment ce qui a le plus marché. Donc, c'est pas forcément ultra cyclique, mais c'est des choses où il y avait potentiellement déjà des belles histoires, mais là, la confiance dans politique, dans ce qui va dans les efforts prochaines années, budgétaires qui vont être déployés, oui, effectivement. A vraiment, effectivement, créé un vrai intérêt pour ces dossiers-là. Ouais. Un exemple, il nous reste 2 minutes là, qui incarne justement tous vos critères de beauté, j'allais dire chez Amiral Gestion, qui coche toutes les bonnes cases là aujourd'hui. Effectivement, c'est un exemple. C'est un exemple qui coche peut-être pas toutes les cases, mais qui est intéressant, c'est-à-dire que je pense à la société Alskem, qui est une société un groupe chimique allemand, qui a une usine en Allemagne, et en fait, ils sont le seul producteur au monde, en dehors de Chine, de tout un tas de produits chimiques. Donc, le premier dont on va parler, c'est la nitroguanidine, qui, historiquement, ils vendaient pour le marché des airbags, qui ont tous un petit détonateur. Donc, ils ont 60... C'est de l'explosif, quoi. C'est ça, l'idée. 60-70% de part de marché mondial. Et auparavant, le marché de la défense était complètement à l'arrêt. On n'achetait pas de munitions en Europe. Et donc là, par contre, évidemment, ça, c'est en plein boom. Et les clients allemands veulent leur construire une usine en Allemagne. Il y a le Department of Defense aux États-Unis qui ne veut plus acheter aux Chinois. Ils ont pivoté. Des airbags, ils se retrouvent entreprises de défense et d'armement. Et absolument indispensable, on va dire, pour le monde occidental, en fait. Puisque le reste, sinon, c'est la Chine. Donc, et deuxième facteur de forte croissance, c'est la créatine. Ils sont aussi le seul producteur de créatine dans le monde. La créatine, donc ça, c'est plus des applications santé, historiquement très pour les athlètes. Ensuite, pour les gens qui font de la muscu. Qui
qui fut un produit interdit, c'est ça, pour les sportifs de haut niveau, mais qui aujourd'hui devient un produit au bénéfice très large pour plein de catégories de populations différentes. Personnes âgées pour prévenir la fonte musculaire, etc. Et là, les plans de croissance, voilà, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu sur l'usine existante, mais là, ils vont devoir en remettre une autre. Voilà. Et donc, voilà, des méga tendances et un dossier qui, malgré les thèmes finalement très porteurs et un titre qui a beaucoup progressé, quand on se projette à 2029-2030, donc le temps que ces nouvelles usines arrivent, on est prenant des hypothèses raisonnables sur des PER de l'ordre de 10 fois. Donc ça reste très raisonnable en termes de valorisation. Voilà, donc c'est un dossier qu'on a en fait entré cette année en portefeuille. On connaissait depuis des années et des années. Mais c'était le bon moment de l'avoir, là, vous dites. Oui, 2025, c'était une bonne... un bon moment pour avoir Alskem donc, en portefeuille. Un exemple de conviction portée par Amiral Gestion à travers la stratégie et le fonds Sextant PME. Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël Moreau qui était avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, co-directeur de la gestion d'Amiral Gestion.